Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Jérôme Bessières, le délégué régional de la FNTR Occitanie-Pyrénées. Et je suis très contente de pouvoir vous accompagner pendant 1 heure sur ce webinaire qui vous est proposé conjointement par le groupe de travail mobilité du MEDEF 31 et par la FNTR qui tient depuis lundi la deuxième semaine du transport routier de marchandises. On va donc passer 1 heure ensemble à participer, bénéficier des échanges entre différents professionnels du transport, de la logistique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Vous voyez que sur la droite de votre écran, il y a une rubrique chat. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions par cet intermédiaire-là. Dans la mesure du possible, on y répondra au fil des questions de leur arrivée. Autrement, on prendra un petit temps en fin de présentation pour pouvoir y répondre. Transport, logistique urbaine, transition énergétique, transition numérique et l'intelligence artificielle dans tout ça. C'est un petit peu ce que nous allons essayer d'aborder. Monsieur Guillaume Devaux, président de IA Cargo, nous présentera un petit peu plus en détail, nous parlera de la digitalisation, de l'intelligence artificielle dans le transport, ce qu'il en est, quelles sont les améliorations, les solutions qui existent ou qui sont en passe d'arriver. Mais dans un premier temps, nous allons parler plus du transport routier de marchandises avec un petit focus sur la logistique urbaine, ce qu'elle est, quels en sont ses enjeux, les évolutions, difficile de passer à côté de la crise Covid et de son impact, et savoir où en est cette logistique urbaine, ce transport, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Pour évoquer ces points, de 2 représentants du transport routier de marchandises et de la logistique urbaine, nous avons Valérie Jiménez, qui est présidente des Transports Jiménez, mais aussi du groupe de travail mobilité du MEDEF, et Monsieur Cyril Bouquin, qui lui est responsable des éco-livraisons et de l'écomobilité chez GLS France, qui est un opérateur spécialisé en logistique urbaine et qui a la bonne idée d'avoir son siège à Toulouse. En tant que spécialiste de la logistique urbaine, on va peut-être laisser la parole à monsieur Bouquin, à Cyril, dans un premier temps, pour qu'il nous définisse rapidement la logistique urbaine et nous parle un petit peu de ses enjeux, de ses évolutions, et on embrayera ensuite sur la table ronde. Cyril, si vous voulez prendre la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, la logistique urbaine, effectivement, c'est un vaste sujet. Alors, qu'est-ce que la logistique urbaine? C'est simplement l'approche du la livraison du dernier kilomètre, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Hein. C'est l'approche en milieu urbain. Ça commence bien, Jérôme, parce que en fait, on a déjà des problèmes de connexion apparemment, et Cyril a du mal en fait à se connecter, d'après ce que je vois. Alors, moi, je t'entends bien. Ouais, moi aussi, j'entends bien, Cyril. Bon. Ah. Ben, allez-y, Cyril. Bon, c'est l'approche finale en milieu urbain et périurbain, aussi bien pour les particuliers que les professionnels. La logistique urbaine a beaucoup changé cette dernière année, dû principalement à la crise du Covid et au comportement de consommation des gens, qui lui aussi a changé. On a eu une augmentation effectivement de volume très significative du fait que les magasins étaient fermés, les gens ont fait leurs courses en ligne et les gens ont pris, même depuis, ont pris cette habitude en fait de se faire livrer parce que c'est une solution de simplicité pour eux. Donc voilà, on pose ce que regroupe la partie logistique urbaine. En parallèle, les entreprises comme la nôtre, on doit s'adapter parce que ça a été soudain et on doit forcément adapter notre modèle de livraison par rapport à ces augmentations de volume. Justement, par rapport à ces évolutions, là, en l'occurrence, par rapport au Covid notamment, on est sur quelque chose de très conjoncturel, contextuel. En termes d'évolution structurelle, on était plutôt sur ce qu'on appelle un verdissement des parcs. Est-ce que cette perturbation du Covid a eu un impact? Si oui, dans quelle mesure? Et au-delà de la crise sanitaire,
Où est-ce qu'on en est du verdissement et peut-être le lien avec justement la digitalisation? Alors, on a tous chez GLS, une politique de verdissement de notre flotte, déjà parce que on a l'obligation, il y a de plus en plus de ZFE en France qui sont appelés à se développer. Il y a un article de loi qui a été voté, qui est passé il n'y a pas très longtemps aux assemblées, dans la loi climat et résilience, qui oblige toutes les villes supérieures à 150 000 habitants de mettre en place une ZFE avant 2024. Donc, effectivement, on est en train de verdir notre flotte. Faut savoir qu'aujourd'hui, sur les ZFE, on parle de véhicules zéro émission de CO2. Les véhicules zéro émission de CO2, c'est principalement les vélos cargo et tout ce qui va être véhicule électrique. Un véhicule électrique, aujourd'hui, c'est un peu plus petit qu'un véhicule classique thermique, puisqu'aujourd'hui, sur le marché, on va trouver que des véhicules 11 mètres cubes, alors que nous, on avait l'habitude d'utiliser des 14 ou des 15 mètres cubes. Ça veut dire déjà que verdir notre flotte, c'est un peu plus de véhicules en ville, puisqu'on part du principe que pour remplacer 2 véhicules thermiques, il nous faut 3 véhicules électriques, car aujourd'hui, la capacité de ces véhicules nous freine un petit peu. Quant à la volumétrie, aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de commander sur Internet. Donc cette volumétrie, elle ne baissera pas. Je pense que c'est ancré dans les habitudes de consommation. Elle ne baissera pas et elle ne fera qu'augmenter. Donc là, vous êtes en train de nous dire que verdir le parc, c'est multiplier finalement le nombre de véhicules en l'état actuel des choses sur les emprises urbaines, quoi, quelque part. En l'état actuel des choses, oui, c'est effectivement une multiplication du nombre de véhicules. Alors effectivement, c'est des véhicules qui ne sont pas polluants, qui n'émettront pas de pollution sonore aussi, parce qu'on parle de CO2, mais il y a aussi la pollution sonore. Mais effectivement, c'est un peu plus de véhicules. Après, si on part sur des modes de livraison doux comme le vélo, les vélos cargo, les scooters électriques, on va aussi multiplier ce nombre de véhicules, parce qu'un vélo n'a pas la capacité aujourd'hui d'un véhicule utilitaire léger. Faire la distribution en vélo en centre-ville implique aussi d'avoir des sites qui sont implantés dans le centre-ville, de façon à ce que le cycliste, ou ce qu'on appelle le bikers, en fait, puisse faire plusieurs rotations dans la même journée. Ce que vous évoquez là concernant la multiplication du nombre de véhicules, alors certes, on est au-delà d'une pollution sonore ou par rapport aux particules, on a quand même une emprise qui va perturber, je pense, les flux de circulation. Un véhicule, quelle qu'en soit sa taille, à partir du moment où il est en double fil, et c'est malheureusement souvent le cas puisque les aires de livraison, je vous apprends rien, mais sont rarement disponibles, c'est vrai que là, on engendre pas mal de perturbations. Et simplement pour illustrer ce que vous disiez, lorsqu'on parle du report sur les modes doux tels que le vélo, bon, c'est vrai que ça a toute sa pertinence, mais quand c'est possible, on a fait un petit calcul. Si on devait convertir en nombre de vélos toute la marchandise qui entre quotidiennement sur l'Île-de-France, il nous faudrait quand même 17 millions de vélos sur l'Île-de-France tous les jours. Donc on voit bien que ça ne peut pas être une solution idéale. J'aurais une petite question. Vous faisiez allusion aux ZFE, donc ZOD à faible émission. Celle de Toulouse doit rentrer prochainement en vigueur. Comment est-ce que vous appréhendez la problématique, sachant qu'il y a plusieurs agglomérations qui sont soumises à cette réglementation, et au-delà de ça, il n'y a pas d'harmonisation au niveau des contraintes induites par les ZFE? Alors effectivement, il n'y a pas d'harmonisation puisque, on va dire, le cadre de la ZFE est défini par la commune ou l'agglomération de communes qui le met en place. Donc chaque ZFE est différente. Les obligations dans chaque ZFE vont être différentes. Alors nous, on a commencé effectivement à déployer la livraison, ce qu'on appelle l'éco-livraison, la livraison en mode vert. Alors c'est pas simple puisque les délais sur les mises en place de ZFE sont finalement assez courts, très rapides. On voit très bien sur des ZFE qui devaient être en place en 2027, du coup elles sont mises en place en 2024. Donc c'est un peu compliqué car c'est tout un travail en amont qui va se faire à la fois sur nos sous-traitants, parce que nous avons des partenaires de livraison. On va falloir leur expliquer ce que va être la ZFE, leur expliquer leurs futures obligations en termes de véhicules, c'est-à-dire il y a toute une partie d'évangélisation. Et derrière, nous aussi, on a toute une adaptation au niveau de nos infrastructures et du calcul de nos tournées, puisqu'aujourd'hui, un véhicule électrique, ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui sont des véhicules qui ont très peu d'autonomie. On part donc sur des véhicules 11 mètres cubes qui ont en moyenne entre 120 et 170 km d'autonomie.
en mode de consommation mixte. Dans la réalité, c'est effectivement des véhicules qui vont faire maximum 110 km sur une tournée. Donc, on va avoir aussi tout un travail pour adapter nos tournées par rapport à ça, adapter nos infrastructures, parce que qui dit mise en place de véhicules électriques dit aussi stations de recharge. Il faut les recharger, ces véhicules. Donc, on met en place des stations de recharge sur nos véhicules. Et là, effectivement, sur certaines agences, ça risque d'être problématique dans le futur, car nous avons des installations électriques classiques et une station de recharge en ce qu'on appelle en semi-rapide qui va délivrer entre 11 et 22 kW. On peut se permettre d'en avoir 6, 7 sur un site. Par contre, effectivement, vu l'ampleur du déploiement de tournées éco-livraison qu'on doit faire, ça va être problématique très vite, car on ne pourra pas avoir 40 ou 50 stations de recharge sur une agence. C'est pas possible, ça demanderait une installation électrique quasiment plus qu'industrielle. Donc ça, c'est aussi une problématique qu'on doit prendre en compte et qu'on essaye d'étudier et on essaye de trouver des solutions. Car effectivement, il y a de plus en plus de LFE qui se développent, mais ce qu'on remarque dans les agglomérations, c'est qu'ils déploient effectivement des bornes de recharge, mais principalement pour les véhicules légers. Et on peut constater que dans les agglomérations, rien n'est prévu pour la partie livraison. Alors effectivement, il y a de moins en moins d'aires de livraison, il y a de moins en moins de rues accessibles aux véhicules parce qu'il y a des restrictions de voies, des créations de pistes cyclables. Mais en parallèle de ça, on nous demande effectivement de mettre des moyens propres en distribution. Mais une fois sur place, nos véhicules utilitaires n'ont aucun espace dédié et adapté pour se recharger. Donc ça aussi, c'est problématique. Ça nous impose effectivement une grande étude au niveau de nos tournées, de façon à ce qu'un chauffeur puisse faire sa tournée sans avoir de difficultés. Justement, là, vous parlez d'études, de mise en place de ces tournées. Est-ce qu'en termes si on se projette un petit peu, les prestataires qui sont en mesure d'implanter les bornes de recharge électrique sur vos sites, est-ce que vous avez ou est-ce qu'eux ont une idée de l'évolution que ça pourrait prendre? Est-ce qu'on va avoir une emprise au sol toujours aussi importante dans le temps? Est-ce que c'est des questions sur lesquelles on peut avoir des éléments de réponse? Est-ce que tout ça, ça fait partie des éléments pris en compte dans la réflexion globale? Si j'échange beaucoup avec les installateurs de bornes, puisqu'on est en train nous-mêmes d'en installer un peu sur toutes nos agences. Aujourd'hui, l'État les presse à installer effectivement des stations de charge. Mais pour l'instant, on ne parle que de stations de charge pour véhicules légers, véhicules de particuliers. Mais pour l'instant, très très peu s'engagent sur des stations de charge aptes à recevoir des véhicules utilitaires. On commence à en voir quelques-unes sur les autoroutes, mais en ville aujourd'hui, moi mon bureau est basé à Paris et je connais très bien Paris, j'ai aucune station de charge quasiment capable d'accueillir un véhicule utilitaire de 11 mètres cubes. C'est toujours des emplacements faits pour des véhicules légers particuliers. D'accord. Donc le verdissement, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui ne se fait pas tout seul, visiblement, sur lequel il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours. Certainement aussi des avancées. Le bond technologique permet souvent d'avoir des révolutions un petit peu douces, on va dire. Si on en revient sur maintenant la digitalisation, pourquoi pas l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous dire où GLS en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez des outils, que ce soit des développements en interne ou avec des prestataires externes? Comment est-ce que ces questions-là sont appropriées par GLS et quelles sont les réponses que vous êtes en mesure d'y apporter? Ça nous permettra aussi de voir un petit peu, si Valérie arrive à nous rejoindre, quel est l'état de la situation sur un transporteur, entre guillemets, un petit peu plus longue distance. Mais si vous pouviez nous faire un petit peu le point de la digitalisation et pourquoi pas l'intelligence artificielle au niveau de votre structure. Alors, on a deux phases. On a à la fois une phase qui va être du développement en interne de nos propres outils et une phase qui va être en fait des partenariats. La partie en interne, on a développé et on a déployé sur l'année dernière un nouveau scanner qui est ni plus ni moins qu'un smartphone et une tablette réunis. Et on a développé de nouvelles applications pour aider le chauffeur, ce qu'on appelle la Driver Apps chez nous. Ça va à la fois l'aider à optimiser sa tournée,
et ça va l'aider dans la relation qu'il peut avoir et la façon de contacter le destinataire. Parce que ce qui est important, qui touche la logistique urbaine, hein, c'est quand on prend un colis le matin, c'est de le livrer dès sa première présentation. C'est-à-dire qu'on a mis au point des outils qui permettent au chauffeur d'entrer en contact très facilement avec le destinataire, de recevoir des consignes du destinataire en amont de la livraison, au cas où le destinataire soit pas là, il peut prévenir le chauffeur. Le chauffeur peut s'organiser autrement de façon à ne pas, moi, ce que j'appelle balader des colis pour rien toute une journée, parce que ça sert à rien, c'est de la perte de temps et c'est pas ce que non plus le destinataire. Donc, on a vraiment en interne développé beaucoup d'outils par rapport à ça. Et en parallèle de ça, on travaille en partenariat avec des startups qui sont, par exemple, PickMe. PickMe, c'est des voisins relais. C'est aussi une solution à la fois pour répondre à la demande des destinataires et pour répondre aussi au côté livraison, éco-livraison et éviter d'avoir à ramener un colis à une agence, le remettre en livraison le lendemain. C'est une façon d'avoir des points relais à proximité des destinataires. Et pareil, c'est toute une interaction qui se fait via une application. Et le deuxième partenariat qu'on a, c'est avec une société qui s'appelle, entre autres, TwoFactor. Alors là, on est à la fois sur la livraison en vélo, effectivement, mais on est aussi sur une application qui est très, très interactive, où le destinataire va même pouvoir suivre en direct la livraison et le cheminement de son colis jusqu'à son adresse. Et il va éventuellement aussi pouvoir interagir en disant voilà, je sais que mon colis est en cours de livraison, malheureusement je dois m'absenter de chez moi, mais je vais vous demander de me relivrer le soir. Et ça évitera effectivement au chauffeur de perdre du temps, il va mettre ce colis directement de côté et un vélo repartira le soir pour livrer le colis. On est toujours dans une optique à la fois d'éco-livraison, mais aussi de faciliter la livraison, faciliter la vie du chauffeur et faciliter l'approche du destinataire par rapport à sa livraison. Donc là, d'après ce que vous nous expliquez, ce n'est pas simplement de l'information descendante sur le client, il y a vraiment une interaction de sa part et une possibilité d'échange d'informations. Tout à fait. Donc là, quelque part, on peut parler effectivement de digitalisation. Est-ce qu'il y a une étape suivante qui est envisagée, où là, peut-être, on peut plus parler d'intelligence artificielle avec une forme d'anticipation, qu'elle soit comportementale, ou quand on en discutait, par exemple, M. Devaux nous expliquait qu'il y a certains opérateurs, notamment un petit artisan qui commence à faire parler de lui, qui s'appelle Amazon, qui est en mesure finalement d'anticiper les comportements et les achats, si tant est que les entrepôts sont finalement remplis avant même que les commandes soient passées de façon effective. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion déjà de faire le point par rapport à GLS et peut-être que M. Devaux pourrait préciser quelques points dessus. Alors, nous, anticiper, en fait, nous, on va dépendre de nos clients à nous. On n'a jamais vraiment d'idée du volume que va nous remettre un client du jour au lendemain. Tout va dépendre de ses commandes à lui. Nous, on va commencer à anticiper dans nos outils à partir du moment que le colis est arrivé chez nous, qu'il commence à être traité sur un hub, et ensuite, une fois qu'il va être arrivé sur l'agence. Où là, par exemple, on est aussi capable de proposer des produits, en fait, qu'on appelle le Flex Delivery Service, où en amont de l'arrivée du colis sur l'agence, un destinataire va être prévenu de l'arrivée de son colis sur notre réseau, et il va pouvoir faire des actions en amont. Une action, par exemple, de dire ce n'est pas la peine de mettre mon colis en livraison demain, je ne serai pas là. Je préfère que vous me le mettiez en livraison vendredi parce que je sais que vendredi, je serai chez moi. Ou alors, il va choisir de faire livrer son colis directement dans un point relais parce qu'il sait que dans la tranche horaire de passage du chauffeur, il ne sera pas présent. Donc oui, on a des outils qui sont amenés à être développés. Le tout, c'est effectivement d'avoir le plus d'informations possible au moment où le colis va arriver sur notre agence, de façon à être sûr de pouvoir le livrer le jour même. Donc, tous ces outils sont appelés à se développer et on continue en interne, on a une très bonne équipe là-dessus, et on continue en interne à développer tous ces outils. Le tout est de s'assurer que le matin, quand le chauffeur part avec le colis sera livré. Avec toutes les bonnes informations. Alors, c'est dommage que Valérie ait quelques difficultés à nous rejoindre, mais on va croiser les doigts pour que ça se solutionne. Justement, peut-être en profiter dans l'attente pour passer la parole
Monsieur Deveau. Bien sûr, laissez vous présenter. Et puis, peut-être, si ça vous convient, suivre un peu le même cheminement que ce que vient de faire Cyril, à savoir une définition de l'intelligence artificielle, la digitalisation, les principaux enjeux, et puis voir un petit peu où est-ce qu'on en est et vers quoi on va vis-à-vis du transport. Avec plaisir. Donc, dans notre phase de préparation, on était arrivé à l'idée qu'il y avait peut-être un peu de mise en contexte. Donc, si vous me le permettez, comme on a convenu, je vais utiliser quelques planches juste pour reposer un petit peu le cadre de ce dont on parle. Donc, alors déjà, effectivement, juste pour me présenter, parce que n'étant pas membre de la filière, vous connaissez sans doute pas qui est IACargo. IACargo, c'est une association qui a pour vocation de développer une technologie d'intelligence artificielle, on va dire une plateforme permettant aux acteurs de la filière de se coordonner sur en faire le meilleur usage, notamment avec un objectif principal qui est accompagner la transition énergétique et la décarbonation. Cette association est lauréate d'un appel à projet d'État dans le cadre du plan intelligence artificielle lancé par le gouvernement. Et nous avons donc reçu une dotation de la BPI pour créer cette plateforme et offrir une alternative française, souveraine, neutre et réellement transparente, comment dire, à nos meilleurs amis américains et chinois. L'objectif, c'est vraiment de servir l'intérêt commun de la filière. D'où venons-nous? Nous venons effectivement d'une structure qui s'appelle le Hub Francia et qui accompagne notamment le développement de l'IA en France. IACargo, c'est sa représentation sur la filière, avec cette vocation d'accélérer son adoption. C'était juste pour me présenter, pour remettre un petit peu de contexte, pourquoi en fait parle-t-on d'IA depuis quelques années seulement, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que ce sont des mots magiques ou est-ce qu'il y a réellement une mutation? L'informatique a considérablement évolué en 30 ans à peu près, avec l'arrivée de l'Internet, l'arrivée du mobile, puis de l'Internet mobile. Vous le vivez au quotidien et ça touche réellement, ça transforme nos vies. L'IA, en fait, c'est un vieux concept des années 50, Alan Turing. Et en fait, ce que l'on implémente aujourd'hui dans les technologies d'intelligence artificielle, ce sont des travaux académiques qui datent des années 70-80. C'est absolument pas récent, comme souvent, la technologie met du temps à pénétrer l'industrie. Mais il y a eu, on verra sur la planche d'après, une réelle transition de phase récemment, notamment liée à 3 facteurs. L'augmentation des capacités de calcul, l'augmentation des capacités de stockage et surtout l'arrivée massive, gigantesque des données. Or, l'IA, ça n'est qu'un logiciel informatique qui mange énormément de données et qui en sort des résultats, ni plus ni moins. Technologiquement, il y a eu quand même quelques points de rupture qui se sont passés, notamment dans les années 2012 avec l'arrivée du deep learning et puis l'utilisation de certaines technologies de machine learning qui ont permis ce que vous vivez quand vous utilisez quelque chose comme Siri. Siri, ça paraît un peu magique. Moi, personnellement, qui suis du monde des techniques, ça me paraît un peu magique de parler naturellement et d'avoir une compréhension de ce que je dis. En fait, ça vient vraiment des technologies d'IA qui ont vraiment basculé dans ces années-là. Et ces capacités techniques qui ont été utilisées sur les images puis sur la voix, en fait, se répandent maintenant dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment, on va dire, un moyen technologique, il faut le voir comme ça, qui est réellement aujourd'hui industriel et exploitable dans bien des cas. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses. C'est, comme je l'ai dit, de l'informatique, des maths, des logiciels. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'aujourd'hui, on va dire, ce sont des briques technologiques qui sont certes complexes, qui demandent un niveau de technicité qui est du niveau d'un ingénieur, mais on va dire que un bon ingénieur
même sorti d'école, est tout à fait capable de manipuler ces outils-là, puisque la plupart sont d'ailleurs open source. Et très étonnamment, on parlait de cette petite librairie sur Internet comme Amazon ou Google. Ils publient énormément de leur savoir-faire technique, de leurs algorithmes, en open source, donc ils sont exploitables par d'autres. Car ils se gardent évidemment les petites clés de la recette qui font que la différence d'efficacité, de performance est à leur avantage. Mais comme c'est quelque chose de très nouveau, le monde de l'informatique a toujours travaillé beaucoup en partage. Et donc l'open source est un moyen très utilisé. Donc aujourd'hui, mon message, c'est que les technologies sont là, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont à notre portée, elles ne sont pas inaccessibles financièrement ou en termes de compétences à acquérir. Par contre, ça demande un petit peu de maîtrise. Bon, c'est juste un petit slide. Qu'est-ce que là, un exemple, vous voyez, c'est assez parlant, c'est que c'est pas Amazon, mais c'est Uber. En utilisant massivement des données de géolocalisation, ce qu'on appelle les prop data, le logiciel est capable effectivement de détecter en temps réel. Et donc l'étape d'après qui a été évoquée par Cyril, par vous-même, Jérôme, c'est de dire où est-ce que je dois prépositionner mes chauffeurs, qui sont des indépendants, pour qu'ils répondent à une demande qui va arriver dans les 12 minutes, 3. Ça, c'est des choses qui sont techniquement faisables. On sait comment il faut le faire. Effectivement, ça améliore grandement à la fois et le service, et on peut le supposer, les enjeux de transition énergétique. Un autre petit exemple, voilà, j'essaie de trouver 2-3 illustrations d'exemples factuels. Alors, je ne suis pas du tout de la filière, et donc vous me pardonnerez soit les erreurs de langage, soit mes propos iconoclastes. Mais quand on parle de flux physique, à un moment donné, si on veut être plus efficace, il faut massifier. Et massifier, ça veut dire mettre plus dans moins d'espace ou à plusieurs. Ou voilà. Et un petit exemple d'intelligence artificielle qui est effectivement un outil qui permet, sans intervention humaine, de surveiller en permanence les capacités de chargement, juste parce qu'une analyse d'image un peu intelligente va faire une modélisation en 3 dimensions et est capable de remonter de la data. Cette data, après, elle revient à des professionnels que vous êtes, qui vous permettent de dire oui, mais ça, c'était pas possible. On n'aurait pas pu l'exploiter pour telle ou telle raison, ou on aurait pu l'exploiter, et comment ça se fait que finalement, cet avion est parti à 3 quarts. Je m'en arrête là, et puis je laisserai la parole à Valérie qui est revenue, et après, on échangera sur les sujets que Cyril a évoqués, puisqu'il y a plein de points sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui aujourd'hui essayent d'apporter des réponses aux questionnements qui ont été, ou aux problématiques qui ont été évoquées. Néanmoins, une des clés de tout ça, c'est d'atteindre une certaine taille critique. Donc, nos grands amis chinois ou américains ont résolu le problème, puisqu'ils sont arrivés tout seuls à la taille critique nécessaire. Un Amazon, un Tencent, un Baidu, un Alibaba, ils ont une telle taille intrinsèque qu'en fait, ils ont le prérequis nécessaire d'un point de vue de l'informatique, pas d'un point de vue du métier de retailer ou de logisticien, de tirer le maximum de bénéfices de tout cela. Donc, la vision que nous avons, qui est celle partagée par nos politiques en Europe et notre gouvernement, qui est de dire qu'il faut aujourd'hui se coordonner à l'échelon national et européen pour collectivement, de façon collaborative, arriver à atteindre cette taille critique et attraper tous les bénéfices de cette promesse que nous offrent ces outils techniques. Il y a quelques prérequis qui me paraissent indispensables, qui sont le fruit de nos 3 années de travaux pour arriver à cet objectif de plateforme. Le premier, c'est la gouvernance globale. Pour que ça serve une filière, il faut que la gouvernance soit celle de la filière, et non pas celle d'un acteur, aussi représentatif ou grand soit-il sur sa filière. Un acteur hégémonique ne pourra pas attirer à lui la myriade d'entreprises que représente le secteur. Vous l'avez évoqué sur GLS. GLS fait appel aussi à des sous-traitants.
s'ils étaient totalement subordonnés à un acteur, ça poserait un problème un peu à la mode Uber, où les chauffeurs, pendant un moment, un peu mieux maintenant, étaient finalement en situation de dépendance. La gouvernance est très importante. La gouvernance aussi des données, c'est-à-dire qu'il faut garantir la neutralité, la transparence et la souveraineté de ces données vis-à-vis des membres participants, qu'elles ne soient pas phagocytées ou exploitées dans une compétition déloyale entre acteurs. L'idée, c'est de tirer un bénéfice commun et pas une jungle liée au fait que, on va dire, le plus actif va prendre le dessus. Et comme je le disais, et c'est un peu iconoclaste, c'est seule la collaboration, aussi bien au niveau de la donnée que derrière les solutions à mettre en œuvre, permettent d'arriver à massifier. On développe notamment le concept de l'Internet physique. L'Internet physique, c'est quoi? C'est que dans les années 70, les télécoms, donc les électrons qui circulent pour faire notre vidéo aujourd'hui sont des paquets de données. Vous voyez, on parle de ces mêmes vocabulaires, des paquets de données, et que les télécoms sont venus chercher dans le monde physique, dans la théorie des files d'attente, comment les faire circuler de façon le plus optimum. Aujourd'hui, on a des modèles de circulation qui sont ultra optimisés, puisque c'était de l'informatique, et on est capable de les exploiter pour repenser des modèles de flux physiques. Des enseignements entiers. Enfin, au-delà de cette collaboration, de ce partage et de cette nécessité de massifier pour atteindre les bénéfices que l'on souhaite, il est absolument nécessaire d'assurer aussi la souveraineté et la sécurité. C'est un enjeu, on parle de plus en plus, dans les grands discours que l'on entend, il y a la transition énergétique et puis aussi la cybersécurité et les cyberattaques, ça n'est pas un épiphénomène, c'est un véritable phénomène économique, voire géopolitique, et donc il est absolument essentiel d'intégrer à l'échelle d'une entreprise sa stratégie de digitalisation, donc à la fois de façon collaborative, mais aussi totalement dans une logique souveraine et sécurisée. Voilà un peu pour les grands principes qui guident la vision que nous avons, mais qui est partagée aussi par d'autres filières, et qui sont les prérequis ensuite à aller vers des choses beaucoup plus intéressantes, c'est résoudre des choses et trouver des solutions concrètes. Donc, je m'en arrêterai là pour le propos liminaire. C'était juste pour partager un petit peu quelques éléments de contexte généraux sur le sujet. Je vois que Valérie nous a rejoint. Donc merci. La parole. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, justement, avant de profiter du retour de Valérie et puis d'avoir son témoignage en ce qui concerne la digitalisation et l'intelligence artificielle, je crois. Elle nous expliquait même qu'elle avait des véhicules, on va dire, dernière génération en termes d'intelligence artificielle. Mais je voudrais d'abord profiter, Guillaume, suite à votre intervention, vous parlez de partenariat, d'open source, de partage, de massification, de se mettre à plusieurs. Je vais lâcher le gros mot, mais il faut vraiment mutualiser pour réussir une transition vers l'intelligence artificielle. Alors, merci de me tendre la perche. Encore une fois, je vais peut-être faire le trublion de la bande, mais parce que j'ai bien conscience qu'un métier industriel avec des process compliqués et beaucoup de facteurs humains ne sont pas forcément compatibles avec une collaboration horizontale avec d'autres membres. Mais je reviens à mon concept d'Internet physique. À un moment donné, comme l'a dit Cyril, si on prend un exemple qui est d'opportunité de réduction d'empreinte carbone de la logistique urbaine, c'est l'utilisation de véhicules électriques. On connaît les défauts qu'ils en ont, ils ont des capacités de rayons plus courts, des capacités de traction plus faibles, donc des capacités d'emport plus faibles. Là où l'informatique va pouvoir aider, c'est des scénarios de type un peu Uber, c'est-à-dire que si l'on est capable de prépositionner en amont, en périphérie, une optimisation
de son chargement de 20% supérieur à ce que l'on fait avec les outils actuels, et donc que l'on peut s'adapter aux contraintes du véhicule électrique, eh bien, on a déjà, en termes de maths, résolu une partie de la solution, factuellement le processus. Et pour ça, peut-être que un des moyens pour y arriver, c'est aussi de massifier les sources de ces flux. Donc, c'est peut-être se mettre à plusieurs aussi sur ces flux. Vous évoquiez Amazon, deux cas qui sont documentés et publics, non pas sur la recette, mais sur le résultat. Vous l'avez évoqué, ils sont aujourd'hui capables de prédire sur des fenêtres de temps très courtes, lors du quart d'heure, la probabilité que tel ou tel produit puisse être commandé. Ça veut dire que dans la chaîne d'acheminement amont de la logistique urbaine, ils ont déjà optimisé le trajet Chine, périphérie de la ville. Et ce serait dommage, par parenthèse, que on optimise à mort en mettant que des gens à vélo, même pas électriques, pour faire la livraison, alors qu'on a fait transiter par avion tous nos petits colis individuels. En fait, on s'attaque au mauvais problème. Donc, le problème, il faut le prendre dans sa globalité. La transition, elle est globale. Il faut le prendre dans sa globalité. Donc, le préacheminement, c'est un vrai sujet. Deuxième algorithme qui, moi, m'a presque plus sidéré encore, ils sont capables, sur le quai de chargement, de faire attendre un livreur, de le faire patienter plusieurs minutes, parce que dans leurs algos de prédiction, ils ont la forte probabilité qu'il y ait 3 colis de plus qui puissent rentrer dans sa tournée. Donc, ils perdent du temps pour en gagner. Et ça, il n'y a que la massification de la donnée qui permet de le faire. Et c'est pas magique, on connaît très bien comment programmer les outils pour le faire. Après, il faut les appliquer à un métier et à des processus. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant là, ce que vous indiquez. Cyril, tout à l'heure, nous expliquait que la logistique urbaine, finalement, c'est la logistique des derniers kilomètres. Mais avant les derniers, il y a tous les premiers, qui des fois sont de l'ordre de plusieurs milliers. Et finalement, on a un peu le sentiment de ne traiter que la partie visible de l'iceberg. Mais il faut bien aussi commencer. On va profiter du retour de Valérie pour avoir un autre regard sur justement enfin pas un regard, plutôt un retour sur la digitalisation et l'intelligence artificielle. Au niveau des transports Jiménez, où est-ce qu'on en est, Valérie, par rapport à ces aspects-là? Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis fière parce que j'ai quand même pu entendre tout ce que vous avez dit, même malgré mes problèmes de connexion et de reconnexion. Avec Guillaume, justement, avec GLS, c'est un de nos plus gros clients, donc on est très fiers d'être partenaires, justement, et c'est ce qu'il disait, hein. L'important, c'est justement de pouvoir échanger ensemble et d'avancer et de progresser. Donc, du coup, comme tu disais, Jérôme, des véhicules avec l'informatique embarquée, nous, ça fait 15 ans que nous avons ces véhicules avec l'informatique embarquée. Du coup, ça nous aide à justement progresser sur toute la partie, et c'est ce que nos clients nous demandaient, hein, quand est-ce que le colis arrive. Donc, on était dans les premiers justement à pouvoir satisfaire les besoins de nos clients au niveau de l'information qui doit arriver rapidement, puisque maintenant, bon, effectivement, on reçoit des SMS en disant votre colis est en cours d'acheminement. Nous, en fait, on le faisait depuis plus de 15 ans. Alors, c'est vrai que ça nous a changé la vie quand ça a commencé. On a aussi, puisqu'on aime bien toutes les nouvelles technologies, on a aussi des camions au gaz qui, effectivement, c'est propre, sauf que ça demande beaucoup plus de temps de chargement de gaz. Ça demande aussi une autre gymnastique et une autre logistique pour pouvoir avoir des camions qui restent avec assez de gaz pour arriver au point de chute. Donc voilà, toutes ces problématiques que nous avons, on les traite justement avec nos clients. Certains sont conscients de nos contraintes, d'autres pas du tout.
et ne veulent même pas en entendre parler, ne savent même pas s'il y a un conducteur ou conductrice dans le camion. Ce n'est pas le cas de GLS, puisqu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux. Et du coup, dans ces camions qui sont soi-disant autonomes, puisque c'est vrai qu'ils le sont, c'est que, comme je te disais, Jérôme, comment dire, un problème d'éthique. Est-ce qu'on va sacrifier la maman avec son bébé qui passe, qui traverse, mais qui n'a pas été intégré dans le logiciel pour voir en fait qu'il y a quelqu'un qui traverse, ou est-ce qu'on va sacrifier le conducteur qui est à l'intérieur et qui va justement pour éviter la maman va heurter un poteau. Donc voilà, toute cette problématique, c'est vrai que les camions sont super bien faits, ils peuvent être autonomes, mais on a cette contrainte et qui est différente dans chaque pays. Donc évidemment, comme le transport ne s'arrête pas qu'à la France, puisque si nous, Français, nous consommions que français, ça se saurait. On est les premiers justement à vouloir avoir des super salaires, mais à vouloir consommer le plus bas possible, c'est-à-dire avoir pas consommer bas, mais avoir des prix très bas. Donc on consomme évidemment à l'extérieur de la France, puisqu'on ne peut pas consommer français surtout, puisqu'en fait on inclut le salaire dans les coûts de revient. Donc comme le salaire est très important chez nous Français, en fait on ne peut pas avoir des produits compétitifs. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à penser. Et puis les camions, on est en train d'étudier aussi d'avoir des camions en roulant en baissant, c'est-à-dire avec de l'huile de colza. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu avant-gardiste là-dessus et qu'on aime toutes les nouvelles technologies, sauf que ça prend du temps et on doit aussi en informer tous nos clients pour qu'ils puissent comprendre nos contraintes et surtout quand on est à quai et qu'on doit passer plus de temps, comme disait Guillaume, plus de temps à quai parce que peut-être qu'il manque, alors il y a la problématique de colis, mais il y a aussi l'humain qui entre en jeu. S'il manque des manutentionnaires sur le quai, parce que ce jour-là, ben voilà, le manutentionnaire qui était prévu sur tel quai n'est pas là, ben, du coup, nous, on doit attendre plus longtemps. Il faut que le conducteur prenne le temps et aussi conscience d'éteindre le camion. Alors, on a des véhicules maintenant où on éteint les camions automatiquement au bout de quelques minutes, ce qui nous fait aussi gagner et en rentabilité, mais aussi au niveau de l'environnement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jérôme. Si, tout à fait, mais c'est vrai que c'est on se rend bien compte que c'est loin d'être aussi simple que le Yaka Faucon. Oui. Alors c'est vrai que souvent les élus ont tendance à avoir ce discours. Alors bon, on comprend bien qu'il y a des échéances qui leur tiennent à cœur, mais il y a aussi des réalités économiques, des réalités qui font que c'est pas toujours aussi simple. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu illustres, tu parles de la transition sur le baissant. Donc effectivement, on est sur une énergie dite propre. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la ZFE qui doit être mise en place, le baissant n'est pas reconnu comme étant un carburant qui permette de lever les sanctions, on va dire, de la ZFE. Inversement, quand il était question, il y a quelques années de ça, de l'écotaxe, il faut se souvenir que les véhicules électriques restaient soumis aux taxes sur les produits pétroliers. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver là-dedans. Alors, c'est vrai qu'en tant que représentant des transporteurs, je peux que finalement être admiratif de la détermination qu'il peut y avoir, parce que entre le client qui veut toujours plus vert mais toujours moins cher, les investissements que finalement vous êtes les seuls à supporter, le Yaka Faucon des pouvoirs publics qui ne comprennent pas que aujourd'hui, par exemple, on n'est toujours pas de véhicules à l'hydrogène. On voit bien là quelque chose, une petite anecdote. Aujourd'hui, jusqu'à septembre 2021, donc jusqu'à demain matin, il y a des aides qui sont proposées aux transporteurs routiers de marchandises pour l'acquisition de véhicules à l'hydrogène.
Comme je le disais en plaisantant lors d'une discussion, là, en préparant, aujourd'hui, c'est plus facile d'attraper une licorne que d'attraper un camion à l'hydrogène. Donc, on veut bien avoir des subventions, mais encore faut-il que ce soit quelque chose de cohérent, de réaliste et de faisable. Si je puis juste me permettre. Bien sûr. Par rapport à l'hydrogène, effectivement, aujourd'hui, il y a des subventions qui sont assez conséquentes et assez importantes pour s'équiper en véhicule hydrogène. Il y a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'il n'y a quasiment pas de stations d'hydrogène en France de disponibles. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être à 14 stations. Et ils ont prévu d'en ouvrir que 9 sur l'année en cours. Si je prends l'exemple, par exemple, du véhicule utilitaire, je vais juste citer l'exemple. Moi, j'ai contacté Renault, qui aujourd'hui était le seul à communiquer sur un véhicule utilitaire hydrogène, pour leur demander si on avait la possibilité de tester ensemble ce véhicule dans des conditions réelles de livraison. Et Renault m'a répondu qu'aujourd'hui, non, c'était pas possible parce qu'ils n'ont pas de planning de production et ils n'ont pas de planning de prix. Donc on nous pousse vers des solutions qui aujourd'hui quand on s'adresse aux constructeurs qui proposent un véhicule, vous répond désolé, je peux pas. Ben voilà, on est sur une nouvelle illustration du fait que le Yaka Faucon ne suffise pas. Vous avez aujourd'hui beau avoir la meilleure des volontés pour pouvoir verdir le parc ou passer sur de l'hydrogène. Les poids lourds ne sont pas encore jetables. Hein. Si le réservoir est vide, on a plutôt tendance à essayer de le remplir plutôt qu'à changer de véhicule. Mais c'est vrai qu'il y a certaines incohérences par rapport à tout ça. En parlant d'incohérence et en étant un tout petit peu provocateur, il y a une phrase, Guillaume, pendant qu'on préparait l'intervention, là, qui m'a un peu fait tilt à l'oreille. C'est à un moment où vous avez dit qu'on commence à se rendre compte que la logistique chaotique est finalement plus efficace que la logistique raisonnée ou poussée, optimisée jusqu'au bout. Alors là où j'en deviens un peu provocateur, c'est la question est la suivante. Est-ce que finalement, l'intelligence artificielle qui va permettre de rationaliser au maximum ne devient pas contre-productive, puisque finalement, on se rend compte que la logistique chaotique est moins onéreuse? Alors, c'est effectivement un peu contre-intuitif, mais c'est ce que les modèles d'optimisation donnent, en fait. C'est justement par l'analyse de la donnée, par les mathématiques, que l'on a démontré que, notamment, une organisation de stockage dans un entrepôt. Alors, c'est un des cas d'application, c'est le retail, hein, donc c'est les livraisons de mes courses en une demi-heure. Une livraison un stockage chaotique, c'est-à-dire qu'on met un livre à côté du pot de confiture, est plus efficace qu'un système de rangement ordonné. En fait, c'est l'histoire de nos organisations, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que pour arriver à s'améliorer, on rationalise avec les moyens que l'on a. Et quand on arrive ensuite, là, avec une puissance de calcul élevée, à finalement trouver une combinatoire contre-intuitive qui, elle, s'avère être plus efficace à l'arrivée, que l'on le découvre. Mais c'est bien effectivement ces technologies d'algorithmes qui ont poussé certains acteurs, encore une fois, Amazon utilise maintenant de plus en plus ce genre de technologie, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les boulons avec les boulons. Ils vont les mettre avec le truc qui a le plus de chances d'être commandé dans le même panier. Donc non, de ce point de vue-là, la logistique chaotique devra s'appuyer sur des technologies d'information pour être efficiente. Sinon, c'est juste le chaos, c'est de l'entropie. Je reviens un petit peu sur le sujet de l'hydrogène. J'ai envie de faire une remarque un petit peu avec un peu d'ambivalence. Et d'un côté, effectivement, je pense que ce que dit Cyril est tout à fait vrai. Cette injonction contradictoire du politique qui dit allez-y, ne regarde pas les solutions, est problématique. Néanmoins, le déploiement de l'hydrogène, pour autant que ce soit une solution pertinente, ne peut venir que d'une vision de coordination stratégique. C'est-à-dire que, comme on a déployé l'électricité dans les années 50, ou une stratégie de station-service, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un acteur
qui ait un intérêt à agir supérieur à l'intérêt économique, parce que de toute façon, sinon, voilà, c'est l'œuf et la poule. Nous, au niveau d'IA-Cargo, on travaille beaucoup avec les territoires, on dialogue avec le MTE, la DGITM notamment, beaucoup, et on travaille avec des territoires. Moi, ma conviction, c'est que quand je parlais de collaboratif, intégrer l'acteur territorial, quel qu'en soit l'échelon, dans la réflexion, dans cette vision du bien commun et de l'effort commun pour arriver à quelque chose de plus efficace, ça me paraît indispensable. Enfin, juste, on n'y arrivera pas sinon. Il y a plusieurs territoires qui aujourd'hui ont des projets qu'ils financent d'implantation d'usines de production à l'hydrogène. On ne parle pas que de stations, de production, sur des tailles d'usines de l'ordre de c'est quoi, 600 kilos jour. Et donc ça permet de faire quelques milliers de kilomètres, d'alimenter quelques milliers de kilomètres de véhicules. Ça c'est une première réflexion. Et puis, ces réflexions avec les territoires, ça peut revenir aussi en outre remarque que vous avez fait sur la pertinence ou la cohérence du stationnement. Dans le prédictif, on travaille sur des projets en ce moment, en coordination avec le territoire, où pour réduire le nombre de véhicules et, on va dire, donner une prime positive à celui qui est vertueux, on est capable, par du digital et de l'IA, de faire de la prédiction de besoins de places et donc de préattribuer, de réserver des places à celui qui joue le jeu. Et voire en interdire intégralement, dans le cas de la ZFE, avec le côté coercitif, l'accès. Mais bon, je suis pas totalement naïf. L'hydrogène, c'est très bien, ça n'est qu'un vecteur énergétique, c'est pas une énergie, hein, rappelons-le. Et que déjà, pour convertir de l'électricité en hydrogène, puisqu'on va éviter de faire de l'hydrogène gris, c'est-à-dire craquer du pétrole pour faire de l'hydrogène, pour faire de l'hydrogène à partir de l'électricité, c'est l'électrolyse, il y a une perte qui est de 50%. Donc, bon, c'est bien, ça verdit la ville, mais ça verdit pas notre empreinte carbone, hein, parce que au mieux, elle vient de nos centrales nucléaires qui a un kilowattheure à peu près à 20 grammes de CO2 par kilowatt. Mais on en perd donc 50%. Voilà. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, Cyril. À la fois, il y a pas l'offre sur le marché, la solution n'est pas magique. Je pense que c'est une combinatoire de tout. Et que cette combinatoire, il faut la mettre dans un modèle complexe, et ce modèle complexe, on peut le bâtir ensemble, à la fois en mettant les bons acteurs autour de la table et en mettant les bons modèles de refonte du système. Mais là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on en revient à ces fameux paradoxes. Là, vous nous expliquez que finalement, l'anticipation permet de réduire le nombre de places de stationnement. Là où Cyril nous expliquait que finalement, les contraintes de la typologie des véhicules induit ou implique une augmentation du nombre de véhicules, puisqu'on passe sur une volumétrie moins importante, donc il faut plus de véhicules. À côté de ça, on met à disposition moins de places de stationnement qui, pour l'heure, sont rarement libres. Un autre paradoxe, c'est aussi celui du comportement, tout simplement, je dirais, du consommateur citoyen. Et c'est le même. On est tous et consommateurs et citoyens, mais pas au même moment. C'est l'exemple que je prenais quand on discutait entre nous. Si je dois me faire livrer un écran pour regarder le match ce soir, ça m'est complètement égal que le véhicule fasse la livraison en double stationnement, en double fil. Moi, ce que je veux, c'est mon écran. Par contre, si le lendemain, en allant chercher mes enfants à l'école, mon voisin se fait livrer un canapé par le même camion et qui, là, me met en retard, je suis prêt à incendier le camion. Donc, c'est vrai que quelque part, à commencer par l'échelon du consommateur et du citoyen, qui est, une fois de plus, la même personne, on a déjà un comportement limite schizophrénique par rapport à ces thématiques-là. Donc, si on rajoute là-dessus l'énergie, comme vous venez de le dire, le nombre de véhicules, la typologie, et effectivement, la mutualisation ne sera peut-être pas de trop pour y voir un petit peu plus clair. Il y a juste un petit sujet, effectivement, on parlait économique tout à l'heure. Il ne faut pas oublier non plus qu'un véhicule électrique a un coût nettement supérieur aujourd'hui qu'un coût thermique normal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un véhicule thermique 14 mètres cubes,
15 mètres cubes, on trouve ça à 20-25 000 euros. Aujourd'hui, un véhicule électrique 11 mètres cubes, avec 110 km, 120 km d'autonomie, on est sur des tarifs qui vont de 37 000 à 40 000 euros. Donc, verdir une flotte, ça aussi a un coût, à la fois dans les infrastructures, mais dans le coût même du véhicule, ce qui se répercute dans le coût d'exploitation du véhicule. Et pourtant, et les aides sont appelées à diminuer. Exactement. Alors, ça aussi, c'est un point important parce qu'on se rend compte que les aides peuvent exister, ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Ça peut aussi poser problème quand il y a des aides sonnantes et trébuchantes sur une agglomération et sous prétexte que celle d'à côté n'est pas dans la même région, il n'y a rien. Donc ça, c'est assez problématique. Et pour en revenir à cette histoire de surcoût, finalement, des véhicules électriques ou des véhicules au gaz, enfin, d'une manière générale, des véhicules dits propres, et là, je ne vous l'apprendrai pas, Cyril, l'autre problématique, c'est que souvent, le client cherche à l'imposer, parce que c'est aussi verdir son image. Par contre, il ne veut pas faire rougir la facture. Donc, finalement, il demande même à ce qu'il y ait avec plus cher qu'au final, ce soit un petit peu moins cher. Je vois qu'on a une question, vrai sujet, nos chauffeurs ont des amendes de stationnement tous les 3 jours en moyenne, et encore plus depuis la vidéo-verbalisation. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on était en train d'évoquer. Alors, je suppose que c'est encore un peu malheureusement le cas, mais il y a quelques années de ça où on se rendait compte que systématiquement, l'aire de stationnement devant le magasin servait finalement de parking privatif pour certains clients, voire pour le commerçant. Ça peut être là aussi problématique. Est-ce que, Cyril, vous avez quelques éléments là pour répondre à M. Boujard qui nous demande ce qu'il en est finalement de l'économie dont peut bénéficier l'entreprise dans le ratio carburant et véhicule électrique? Alors, effectivement, un véhicule électrique, si on compare, aujourd'hui, le plein d'un véhicule électrique, il faut compter à peu près entre 2,50 € et 3,50 € pour un plein complet. Nous, on avait calculé qu'un sous-traitant qui fait vraiment un secteur urbain va à peu près consommer entre 300 et 350 € de carburant par mois. Donc oui, il va y avoir une économie qui va être faite au niveau du carburant, mais en comparaison du prix aujourd'hui actuel d'achat du véhicule, le ratio ne va pas combler cette différence-là. On n'amortit pas, oui, c'est ça. On n'arrive pas à l'amortir. Mais si vous me permettez, j'aurais juste illustré un projet sur lequel on a travaillé qui répond partiellement, hein, j'en ai bien conscience, mais à toutes ces questions en même temps. Si vous repensez l'architecture entre la périphérie, le hub périphérique, l'acheminement de ce qu'on appelle le kilomètre carré, c'est-à-dire non pas le dernier kilomètre, mais en gros les X kilomètres qui vont de ce point au point à la zone de livraison, et que vous intégrez le sujet du stockage local, donc hub urbain, hein, pour faire clair, et le stationnement, vous arrivez à des modèles où effectivement vous résolvez en partie tous ces points. Je m'explique. On l'a expérimenté. Un modèle de hub mobile qui va du point de la périphérie vers un hub urbain, qui soit par exemple un parking réutilisé, un parking automobile réutilisé pour faire des points de livraison, puisqu'on parlait ZFE tout à l'heure. De toute façon, la voiture, elle va quitter la ville, donc on va se retrouver avec des mètres carrés. Ces mètres carrés, évidemment, on peut les utiliser à faire autre chose. Comme c'est en sous-sol, on va pas faire des habitations. Donc, on a des modèles soit avec un hub physique en sous-sol, soit avec un hub mobile qui, en fait, mon camion à énergie thermique le plus vert possible et qui va alimenter un essaim de vélos cargo qui, eux, n'ont pas de problème de stationnement, mais ont une capacité de rayonnement faible. On démontre que sur les mêmes tournées, on réduit de 40% à peu près le nombre de véhicules nécessaires. Et donc, certes, on a à l'origine un véhicule de X mètres cubes qui coûte plus cher, mais comme on en utilise moins parce qu'ils font moins de kilomètres et qu'à l'arrivée, c'est pas eux qui font les derniers kilomètres, on arrive à ménager la chèvre et le chou, et comme on a moins de véhicules, on arrive à peu près à les garer correctement. Voilà.
Ça c'est des modèles qui fonctionnent opérationnellement aussi. Et bien sûr qu'il y a toutes les contraintes de la vraie vie et toutes les difficultés de la mise en place. Mais si on projette dans un changement de paradigme, alors effectivement, on voit émerger des éléments de réponse à ces contraintes très opérationnelles qui sont tout à fait réelles et tangibles. Ça va quand même dans le bon sens et ça reste un peu rassurant, surtout quand on arrive en fin d'échange. Par contre, je voulais, pour approfondir et finaliser sur la question du ratio carburant-véhicule électrique, Cyril nous expliquait que, certes, la consommation du carburant est moins onéreuse, l'acquisition du véhicule est plus onéreuse. Qu'est-ce qu'il en est de l'entretien du véhicule? C'est plus facile, moins facile, plus cher, moins cher? Alors aujourd'hui, on considère que l'entretien d'un véhicule électrique est moins cher parce que du coup, il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de révision régulière à faire. D'après les constructeurs, on est sur une visite annuelle pour toute la chaîne cinématique. Aujourd'hui, tout le monde tâtonne parce que c'est tellement récent dans l'utilitaire électrique qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui quel est le coût réel en entretien d'un véhicule électrique. Aujourd'hui, les constructeurs nous parlent d'une visite par an. En entretien, il y a les pneumatiques, éventuellement tout ce qui est plaquettes de frein, mais qui est censé avoir moins d'usure que sur un thermique, car sur un électrique, on utilise beaucoup moins la pédale de frein, puisqu'il y a toujours des systèmes, dès qu'on décélère, qui vont ralentir automatiquement le véhicule, ce qui permet de régénérer aussi un peu la batterie. Donc aujourd'hui, c'est un peu un tâtonnement sur le coût d'entretien de ce type de véhicule, puisque ça fait vraiment des véhicules utilitaires, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on en trouve sur le marché. Bah, on tâtonne sur ce sujet-là. Très bien. Bah, écoutez, je vois que l'heure tourne, on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Peut-être une petite précision ou un dernier mot. Guillaume, Cyril, vous avez quelque chose que vous souhaitez aborder qui n'a pas encore été évoqué? Alors, on va attendre la fin d'une question qui est en train d'être… Ah ben non, finalement. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions à tous les trois. On va inclure Valérie qui visiblement a quelques difficultés avec l'intelligence artificielle. et en tout cas, merci beaucoup pour vos disponibilités, votre réactivité, parce que tout ça s'est préparé dans un temps vraiment très court. Et en espérant qu'on aura l'occasion d'avoir à nouveau des échanges. Et il me reste à vous, au-delà de vous remercier, vous souhaiter une bonne journée et remercier tous les participants à ce webinaire. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir. Merci Jérôme, merci, au revoir Cyril.